Ce serait bien qu'il n'y ait pas trop de passages nuageux là. On est bien là, j'y vois rien mais on a l'air pas mal. On tourne. Salut à toi internaute, passionné de voyage et de liberté. Comme tous les ans, je fais un bilan de mon fourgon aménagé et de tous ses équipements. Mon Michel, je l'ai depuis un peu plus de 7 ans. J'ai pris possession de la bête le 28 avril 2017. Ah, je m'en souviens, c'est comme si c'était hier. Entre le Michel sorti de concession en 2017 et le Michel d'aujourd'hui, il s'est passé pas mal de choses. Et c'est pas fini, parce qu'un véhicule aménagé, c'est un peu comme un bateau. Il y a toujours un truc à faire dessus. Mais ça, on va en reparler plus tard. Ah, petite précision, il y a tellement de choses à dire sur Michel qu'il y aura 2 vidéos. La première, celle que vous êtes en train de regarder, c'est sur l'extérieur du véhicule. La seconde, ce sera sur l'intérieur du véhicule. Avant de continuer, beaucoup de produits que je vais vous montrer, ou vous remontrer, sont à l'origine des placements de produits. Et la plupart des liens sur lesquels vous allez cliquer sont affiliés. C'est-à-dire que je vais toucher une petite commission sur les ventes. Très clairement, ça permet à la chaîne, avec les vues monétisées, de gagner de l'argent. Ce qui permet de continuer l'aventure voyage-voyage. Et de vous proposer, entre autres, des portraits que vous pouvez regarder gratuitement. Ça n'empêche, et ça c'est vrai que pour certains d'entre vous c'est pas facile à comprendre, je peux dire ce que je veux sur les produits que je présente. Malgré tout, vous allez entendre beaucoup de positifs. Pourquoi ? Je m'explique. Depuis le début de l'aventure voyage-voyage, j'ai décidé de mettre en avant que des produits auxquels je crois et qui sont, à mes yeux, de qualité. Pour être clair et un peu caricatural, je n'ai pas envie de mettre en avant des produits de merde. Juste pour prendre du pognon. Ça m'intéresse pas. Et j'essaye du mieux que je peux d'avoir une chaîne YouTube crédible. Tout le matériel que je vous montre, la plupart du temps, je l'utilise au quotidien. Donc, je sais de quoi je parle. Bon, il y a quand même une petite exception dans cette vidéo. Mais ça, vous allez le comprendre plus tard. Faut-il encore présenter Michel? C'est un Citroën Jumper, modèle 2016, 150 chevaux, 2 litres 2, sans doute un des derniers sortis d'usine sans la déblue, et ça c'est une bonne nouvelle. Il a été aménagé par un aménageur industriel allemand qui s'appelle Pössl, et ça a été un modèle d'exposition dans la concession où je l'ai acheté jusqu'en avril 2017. Au moment où je tourne cette vidéo, il a un peu plus de 112 000 km. Mécaniquement, j'ai rien à dire. Il va régulièrement chez le mécano. Pour un Citroën Jumper, le constructeur préconise tous les 40 000, 46 000 km pour la vidange. Alors moi, j'attends pas. Je le fais tous les 15 000. Et à chaque fois, c'est un check complet. S'il y a quelque chose à faire, je le fais. Je veux un minimum d'emmerde entre chaque entretien. Bon, c'est un Citroën et c'est vrai que le matin, quand il fait très froid, le moteur, il claque. J'ai des copains qui ont des Fiat et c'est vrai que ça tourne plus rond. Moi, j'aime bien. Il fait le job. Pour l'instant, tout va bien. Je préfère avoir un vieux moteur comme ça, une vieille conception, plutôt qu'un moteur très récent qui n'a pas eu encore beaucoup de roulage. Alors, c'est un moteur Puma. Ah, mais c'est de la merde! Et non, les modèles qui rencontrent des problèmes sont entre 2007 et 2012. Et pas tous les modèles de 2007 et 2012. C'est vrai que depuis, les Citroën Jumper ont mauvaise réputation. C'est entre autres comme ça que naissent les légendes urbaines. Oui, alors il y aura toujours quelqu'un pour te dire que oui, mais moi j'ai un ami d'amis qui est ami d'amis d'un ami qui lui est garagiste et qui m'a dit que les Citroën Jumper c'était de la merde. Moi j'ai un Citroën Jumper, 112 000 km, pour le moment tout va bien. Alors évidemment qu'à un moment donné je vais avoir une couille, je vais avoir une merde. Et là, il y aura tous les mecs qui vont me dire « Ah mais c'est parce que t'as un Citroën Jumper !» Non, j'ai juste un véhicule qui à un moment donné tombe en panne. Le gros souci sur ce genre de véhicule, comme tous les véhicules PSA, Stellantis maintenant, la peinture se barre. Et ouais, j'ai un peu les boules. Et je sais que je suis pas le seul. Ça a commencé ici, là, juste là. Un jour, je passais le Karcher sur le fourgon et paf, il y a un tout petit bout qui est parti. Bah depuis, c'est devenu ça. Regarde, regarde. Ça détache et tout, regarde. Ça commence à devenir une catastrophe. Je vérifie régulièrement parce que, quand même, ça rouille pas. Et il n'y a pas que là, hein. Sur tout le fourgon, il y en a partout. Ça fait 30 ans qu'ils se foutent de la gueule des consommateurs. 2025, c'est vraiment ma priorité. Refaire une peinture sur le Michel et lui redonner une nouvelle jeunesse. On va réparer les petits problèmes de carrosserie par-ci par-là, les petits cabossages. Il a pris quelques petits pets à gauche à droite. Rien de grave, mais esthétiquement, ça fait chier. J'ai aussi envie de lui rajouter 2-3 petits trucs pour qu'il ait un peu de la gueule. Mais ça, on en reparle en 2025. Les ressorts renforcés à l'avant Sawiko et les coussins d'air Sawiko à l'arrière. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je vais me répéter, hein. Le jour
où je change de véhicule, ça fera partie de mes priorités. Coussin d'air à l'arrière pour le confort, mais aussi pour une meilleure tenue de route. Les ressorts renforcés à l'avant, on dira ce qu'on voudra, mais on est quand même souvent très chargé. Et ceux d'origine, on va pas se cacher que c'est quand même un peu faiblard. J'ai quand même l'impression aussi que les routes se dégradent de plus en plus. En plus, avec tous les dos d'âne maintenant qu'on a sur les routes, avoir des ressorts renforcés à l'avant, ben c'est peut-être pas une mauvaise idée. J'ai fait une vidéo spéciale sur les suspensions. Le lien vient d'apparaître ici, ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo, ou sinon il est dans le commentaire épinglé. Les coussins d'air, j'ai presque envie de te dire que c'est obligatoire, surtout si tu es chargé à l'arrière comme moi, avec un porte-matériel Skep. Ça va faire depuis le 31 janvier que j'ai cette petite merveille à l'arrière de mon fourgon. Sa particularité, c'est qu'il est modulable. En gros, vous avez une structure que vous pouvez customiser comme bon vous semble. Par exemple, la caisse qui est là, je pourrais la mettre ici. Je pourrais même avoir deux caisses, une très grande et une autre plus petite. Tout est possible que je te dise. Tu peux avoir une configuration été pour aller surfer et une configuration hiver pour aller faire du ski. Tout est possible. Tout est possible. Ça fait 10 mois que je l'ai, je me prends des dos d'âne, je me prends du nid de poule, je vais dans des petits chemins qui vont dans tous les sens et ça bouge pas. Pour ma part, la configuration de départ n'a pas changé. C'était très important d'avoir cette caisse parce que je peux y ranger toutes les choses que je ne veux pas à l'intérieur de mon fourgon et notamment le groupe électrogène. Je vais probablement installer des grilles de ventilation parce qu'elle est étanche. Le groupe électrogène avec les vapeurs d'essence et tout, à chaque fois que j'ouvre, j'en prends plein la figure. Si t'es fumeur, t'as la clope au bec, t'ouvres la caisse, t'exploses. Le jerrycan d'essence du groupe électrogène placé ici, c'est parfait. À chaque fois que je vais à une station-service, j'ai même pas besoin de le décrocher, j'ai plus qu'à remplir et hop, le tour est joué. Côté gauche, les plaques de désenlisement. Pendant longtemps, elles ont servi aux copains pour les sortir un peu de la mouise, jusqu'au jour où... Tu les utilises pas souvent, mais quand tu les as, tu es bien content de les avoir. Pour ceux que ça intéresse, les plaques, c'est des Max Trax. Alors c'est vrai que pour la configuration de départ, je voulais y mettre un vélo. Sauf qu'il n'y a toujours pas de vélo. Donc là, je suis en train de réfléchir pour éventuellement changer de configuration, mettre une petite caisse, enlever les simulbars et mettre un sac dans lequel je pourrais y mettre les poubelles, les bouteilles vides, les emballages à recycler. Cette idée, elle m'est venue en regardant les 4x4. Parce qu'ils ont tous ça à l'arrière de leur véhicule. Ça, c'est vraiment le côté pratique du porte-matériel Skep. Tu essayes une configuration, si ça ne te plaît pas, tu changes. J'avoue que le nomade à plein temps que je suis aujourd'hui aurait du mal à se passer du porte-matériel Skep. Tellement c'est pratique. J'ai pas parlé des cales. Au départ, ils m'ont fait ça pour me rendre service et maintenant, tous les jours qu'ils vont à la Skep, ils veulent avoir les mêmes porte-cales que moi. Pour ceux que ça intéresse, j'ai fait une vidéo complète sur le porte-matériel Skep. Le lien vient de s'afficher ici, ou sinon il est dans le descriptif de cette vidéo, ou sinon il est en commentaire épinglé. Vous y découvrirez une très chouette entreprise française avec des petits jeunes qui n'en veulent et qui sont très innovants. Et en parlant d'innovation, dernièrement, je suis repassé voir la Skep. On en a profité pour échanger sur mon expérience terrain au quotidien avec le porte-matériel, parce que avant d'être un ambassadeur de la marque, je suis avant tout un skipper. Ils m'ont fait un petit check technique pour être sûr que la bête va bien, et tout va bien. En fait, je suis repassé les voir parce qu'ils voulaient me présenter une petite nouveauté qui n'est pas encore sortie officiellement, qui va être commercialisée début d'année 2025, qui, une fois de plus, va faire parler et rendre la vie plus simple pour beaucoup d'entre vous. En plus, cerise sur le gâteau à un prix très abordable. Tout a commencé par le porte-matériel, ça fait quelques années qu'on le commercialise. On a eu énormément de retours de skippers qui nous disaient franchement le porte-matériel c'est génial. Le problème c'est que moi j'ai pas besoin de tout ça en fait, j'ai juste besoin de porter des vélos sans que ça m'embête à l'arrière de mon van. Et en plus j'ai pas forcément le budget à mettre dans un porte-matériel. Du coup nous on a commencé à réfléchir à une solution plus simple et on a développé en fait ce bras pivotant, le 117, qui permet de faire le lien entre la boule d'attelage et un porte-vélo qu'on met sur la boule d'attelage, ou ça pourrait être un porte-caisse ou un porte-ski. Alors c'est très simple. Comme pour le porte-matériel, on a deux sécurités. On a une grenouillère en bas et un dos d'annexage à tirer. Et ensuite, on peut ouvrir tout simplement avec une butée à 117 degrés qui vous empêche de taper sur le côté du véhicule. Après, tu peux ouvrir ton haillon ou tes doubles portes et vraiment profiter de l'espace à ton van. Moi, par exemple, j'ai la douche à ce niveau-là. Si j'avais un porte-vélo sur boule d'attelage basculant,
je ne pourrais pas en profiter. Et si vous avez un SUV ou un break par exemple, et que vous avez besoin de charger quelque chose de volumineux à l'arrière, vous avez tout l'espace pour charger votre coffre. Alors là, on est en présence d'un prototype. La seule différence en fait par rapport à la version qui est actuellement en précommande et qui sera livrée en début d'année, c'est en fait la liaison à la boule d'attelage qui sera dans le tube à ce niveau-là. Ça va nous permettre en fait de gagner en porte-à-faux, 80 mm, 8 cm. Plus cette distance elle est courte, moins en fait ça rallonge votre porte-à-faux sur le véhicule. Que vous ayez un van, un SUV, un break ou un fourgon, c'est compatible avec votre véhicule. Ça s'accroche directement sur la boule d'attelage. C'est compatible avec les attelages en forme de colle de cygne, attelage rotule démontable ou platine 4 points. C'est ça en fait qui fait la vraie innovation, là où les produits en fait qui existent déjà, ils se mettent sur une platine 4 points. Donc ça ferme en fait le marché uniquement aux véhicules utilitaires. Le 117 c'est vraiment une solution plug and play. Donc une fois que vous l'avez monté sur votre boule d'attelage, il ne vous reste plus qu'à connecter en fait le faisceau qui est livré avec le 117, donc qui passe à l'intérieur des tubes. Et ensuite, vous allez pouvoir connecter votre porte-vélo à la prise 13 broches ici, ce qui vous empêche de devoir débrancher en fait votre prise à chaque fois que vous voulez ouvrir le 117. L'avantage en fait de cette conception, c'est qu'on peut le monter en 5 minutes et qu'on peut le démonter en 4 minutes 30. Vous pouvez choisir une ouverture à droite, côté passager, et sinon vous pouvez avoir une ouverture à gauche, côté conducteur. Ça c'est à choisir à la commande. Attention, celle-ci elle est faite pour porter, donc c'est-à-dire mettre un porte-vélo par exemple, mais ne surtout pas tracter. Alors nous, le bras pivotant 117, il est homologué pour mettre jusqu'à 80 kg sur cette boule d'attelage ici. Mais il faut bien vérifier que votre attelage sur votre véhicule il soit capable de prendre cette charge verticale. C'est vraiment le même fonctionnement qu'un porte-matériel quoi. Même design, même robustesse, même qualité. Attention, cette petite merveille sera disponible début 2025. Si vous êtes d'ores et déjà intéressé, vous pouvez précommander le Skep 117 directement sur le site internet de la Skep. Alors, sans vouloir vous mettre la pression, le prototype a déjà été présenté dans des salons. Et au vu des retours très positifs et de son prix, il y a déjà beaucoup de précommandes, ce qui présage du succès à venir du Skep 117. Donc, n'attendez pas trop la dernière minute pour commander, parce que premier inscrit, premier servi. Et le prix de cette petite merveille est à moins de 1000 €. En plus, toi, abonné Voyage Voyage, si tu cliques sur le lien dans le descriptif de cette vidéo, ou en commentaire épinglé, ou carrément tu flashes le QR code qui vient de s'afficher ici, que tu entres le petit code promo Voyage Voyage, tu as 5% de réduction. Attention, cette offre est limitée dans le temps. Ça fait longtemps que je suis pas monté sur le toit. Ils sont dégueulasses mes panneaux là. Ça n'a pas l'air de trop mal vieillir. Ça rouille pas, ça rouille pas. Mais on va quand même s'en occuper prochainement. Côté panneau solaire, j'ai toujours la même configuration depuis 2018. Je n'ai que 275 watts. Un panneau de 215 watts et deux panneaux de 30 watts. Ouais, je sais, c'est pas beaucoup. Faut quand même resituer le contexte. En 2018, je ne pouvais à l'époque que mettre ce type de panneau. Parce que entre la place disponible sur le toit, à cause notamment des lanterneaux, et la taille des panneaux solaires, il n'y avait que cette configuration possible. Depuis, les choses, elles ont bien changé. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je pourrais refaire l'installation. Je pense que je peux facilement doubler voire tripler le rendement. Eh ouais, en 7 ans, la performance des panneaux solaires, elle a bien changé. Ah, j'ai pas envie de me relancer là-dedans, quoi. Rien que de décoller les fixations de mes panneaux, je peux te dire que c'est bien collé parce que même après 7 ans, ça bouge pas. Trop de boulot. Trop de boulot. Il y a 6 mois, MyShop Solaire m'a proposé d'essayer leurs panneaux solaires pliants. Ouais, MyShop Solaire produit ses propres panneaux solaires pliants. Alors c'est parfait pour les nomades occasionnels, mais aussi pour les gens comme moi qui veulent améliorer leur installation sans trop se prendre la tête. Je m'explique. Le panneau que j'ai est un 195 watts. Facile à mettre en place, facile à replier et facile à stocker. Et de la place, j'en ai plus beaucoup dans mon véhicule aménagé. Un régulateur en plus et hop, le tour est joué. Avec ce petit upgrade de configuration, moi personnellement, j'ai multiplié par 2 mon rendement solaire. Et là, tu es en train de me dire, mais pourquoi t'en parles maintenant puisque l'hiver vient de commencer? Eh bien justement, la plupart du temps, les véhicules aménagés ont le panneau solaire à plat. Autant te dire que l'hiver, côté performance, c'est pas ça. Eh bien, un panneau solaire pliant, il peut être incliné et donc on gagne en performance. Donc on va choper le maximum de petits rayons de solaire, le peu qu'il y a l'hiver, eh ben on va le choper. La petite cerise sur le gâteau, si on veut se balader, s'éloigner de son fourgon et en même temps continuer de recharger ses batteries, le panneau pliant 195 watts de chez MyShop Solaire se positionne parfaitement derrière le pare-brise de son Ducato, de son Citroën Jumper, de son Peugeot Boxer. Les autres, je sais pas, j'ai pas essayé. Alors, certes, on va avoir moins de performance, mais on ne se le fera pas voler. Et l'été, on peut enfin se stationner à l'ombre
et recharger en même temps. Je pense que cette solution, elle est très intéressante pour les nomades qui ont déjà une installation solaire et qui veulent augmenter leur rendement sans trop se prendre la tête. Petite précision non négligeable, on est quand même sur un panneau souple. Ne vous attendez pas à une durée de vie de 25 ans comme le panneau rigide que vous avez sur votre véhicule. Ah non, c'est pour cette raison que j'aime dire que c'est un bon complément. Et il durera longtemps si vous en prenez soin. Oui, parce que c'est plus fragile qu'un panneau rigide. Même la surface est plus fragile que les surfaces vitrées des panneaux rigides. Si vous êtes intéressé, évidemment, le lien est dans le descriptif de cette vidéo, dans le commentaire épinglé. Et je le rappelle, c'est une tradition chez MyShop Solaire. Si vous mettez le code promo Voyage Voyage, vous avez 5%. Côté pneus, on est toujours sur des Cross Climate utilitaires de chez Michelin. Je les adore. Pour la tenue de route, ils sont pas trop bruyants et parce qu'ils sont polyvalents. C'est des 4 saisons. C'est parfait pour des nomades comme moi. On ne peut pas changer de pneus un coup en hiver, un coup en été. Eh non, je rappelle que dans certains départements, à certaines périodes, les pneus neige, c'est obligatoire. Et comme ils ont le 3 pix là quelque part, et ben avec ça, je peux rouler dans la neige, à peu près, un petit peu. Ma première paire, j'ai fait à peu près 46 000 km avec. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus, mais je ne l'aurais pas fait de cadeau. Le petit point négatif, c'est que c'est de la gomme plutôt souple. Donc dès que vous êtes dans des chemins un peu rocailleux et que vous y allez comme un bourrin, comme moi j'ai pu le faire, ben vous les abîmez vite. Alors, vous allez certainement être nombreux à me dire « Ah ouais, mais t'as qu'à prendre des BF Goodrich pour faire du off-road, pour aller dans la boue. » 98% du temps, je suis sur de la route, sur du bitume. Alors, les BF Goodrich, c'est super quand tu fais du off-road. Par contre, quand tu es sur la route, c'est vite de la savonnette dès qu'il pleut. Et en plus, c'est très bruyant. Les Cross Climate utilitaires sont des chemins un peu boueux, ils s'en sortent. Mais dès qu'il y a beaucoup de boue, il n'y a pas de miracle. Ça s'embourbe. Je suis d'accord, c'est un petit billet. Moi, personnellement, j'ai pas envie de lésigner sur le prix et sur la cam. Surtout que les pneus, c'est quand même un peu le premier contact qu'on a entre son véhicule et la route. Alors oui, d'accord, le pneu est dégueulasse, mais je vais pas passer mon temps à nettoyer mon véhicule. Tu vois là, j'ai enfin une caméra de recul. Et en plus, elle fait dashcam. Ça, on en reparle dans la deuxième partie, lorsqu'on parlera de l'intérieur de Michel, que j'aime, que je kiffe et que j'adore, même si tu es très loin d'être parfait. N'oublie pas de liker cette vidéo, de faire un petit commentaire et de poser des questions si tu en as, de me faire un coucou, je lis tous vos messages. Et si tu veux soutenir la chaîne, c'est très important, abonne-toi et active la petite cloche. Allez, à plus, salut, ciao! Voyage, c'est aussi une expérience mécanique. Le Michel, je ne vais pas l'abandonner comme ça. L'idée, c'est de le garder jusqu'au bout, de voir jusqu'où je peux aller avec lui. On va te faire un petit Michel 2.0. Tu vas être de toute beauté, mon Michel, de toute beauté.